Ce que j'ai vu, ce n'était pas une ombre ou une silhouette floue, c'était une apparition totalement solide, qui ressemblait parfaitement à ma mère. Il y a environ 15 ans, alors que mes deux enfants étaient encore petits, je les mettais au lit un soir et mon fils insistait pour porter son pyjama préféré, celui avec les voitures de course rouges. J'ai accepté avec plaisir, je l'ai aidé à l'enfiler, puis je l'ai bordé dans son lit. Ensuite, je me suis installé à la table de la cuisine avec une amie venue discuter et prendre des nouvelles. Mon appartement était agencé de façon à ce qu'on puisse voir l'entrée de la chambre des enfants depuis la cuisine. Nous parlions depuis un moment quand nous avons soudainement été interrompus par un cri strident, mon fils hurlait. Nous nous sommes toutes les deux tournées vers l'entrée de la chambre, et nous l'avons vu debout là, en train de pleurer et de crier, mais il portait un pyjama vert avec des avions. Immédiatement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas du tout. Les poils sur ma nuque se sont hérissés et un frisson glacial m'a traversé. Mon ami et moi nous sommes regardés en silence, un instant. On savait toutes les deux que mon fils ne savait pas encore se changer tout seul. Quand on a de nouveau regardé vers la porte, il n'y avait plus personne. On a couru dans la chambre, et il était là, profondément endormi dans son lit, vêtu du pyjama rouge avec les voitures de course. Ma copine m'a demandé si j'avais bien vu ce qu'elle avait vu, un enfant en pyjama vert avec des avions. Je lui ai dit oui. Elle a littéralement paniqué et est partie sur le champ. Moi, j'ai dormi par terre dans la chambre des enfants cette nuit-là, pour être sûr qu'il ne leur arrive rien. On en parle encore, toutes les deux, même aujourd'hui. C'est l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vécues. Mon fils, évidemment, ne s'en souvient pas, mais il adore qu'on lui raconte l'histoire du soir où son double a failli nous faire mourir de peur. Ma tante m'a raconté qu'elle et ma nièce sont passées chez moi il y a 2 jours, vers 20h30, pour déposer quelques affaires. J'essaie de laisser les lumières du porche et de la cuisine éteintes autant que possible pour économiser, mais je les allume quand quelqu'un vient à la porte. Cette fois-là, tout s'est passé dans le noir. Aucune lumière du porche n'était allumée, la lumière de la cuisine non plus. Ma tante était restée dans sa voiture, phares allumés en direction de la porte, donc elle a vu toute la scène. Ma nièce a frappé à ma porte d'entrée, j'ai une porte moustiquaire, et elle m'a dit que c'est ma sœur qui a répondu, mais qu'elle se tenait derrière la porte moustiquaire. Elle m'a aussi dit avoir vu le copain de mon autre sœur debout derrière elle dans la cuisine. Elle a essayé de demander après moi, mais ma sœur ne lui a rien répondu, elle s'est contentée de la fixer à travers la porte. Ma nièce a dit qu'il y avait quelque chose de bizarre chez elle, que ça lui a fait peur, alors elle a couru jusqu'à la voiture pour tout raconter à sa mère. Le problème, c'est que mes 2 sœurs et le copain ont déménagé il y a presque 2 mois. Je vis seul maintenant. Et ce soir-là, j'étais bel et bien seul chez moi. J'étais dans ma chambre toute la soirée, je n'ai entendu ni les coups à la porte ni les voix, rien du tout. La seule chose dont je me souviens, c'est que mon chien s'est mis à aboyer. J'ai mis la télé en pause et je suis resté silencieux pour essayer d'entendre quelque chose, mais je n'ai rien perçu. Je ne sais pas à quelle heure c'était, mais j'imagine qu'il a entendu frapper. J'ai demandé à ma tante plusieurs fois si elle était certaine de ce qu'elle avait vu, parce que j'étais seul et qu'il est impossible que l'un d'eux ait pu répondre à la porte. Elle et ma nièce jurent que tout s'est bien passé comme elles l'ont raconté, et maintenant je ne me sens plus en sécurité chez moi. Ce matin, mon chien n'a pas arrêté de grogner et d'aboyer contre quelque chose que je ne voyais pas et que je n'entendais pas. Il est d'habitude très calme et doux, il n'aboie que s'il sent une menace ou un danger, donc ça m'a encore plus angoissé. Depuis que je vis seul, j'ai une peur irrationnelle de tomber sur un mimique, un être qui imite l'apparence d'un proche, donc je suis constamment sur les nerfs. Je ne sais vraiment pas quoi penser de tout ça, mais j'avais besoin de le partager. Il y a environ 4 ou 5 ans, je vivais avec plusieurs colocataires dans une maison en rangée. Nous étions tous des hommes. Un jour, alors que j'étais au travail, un des résidents m'appelle pour me demander si j'avais laissé mon téléphone dans le placard de la cuisine. Je lui réponds que non, je n'ai qu'un seul téléphone et je l'emporte toujours avec moi au travail.
Il me dit alors, je te demande ça parce que j'entends sans arrêt le rire d'une femme qui vient d'un des placards qui m'a été attribué. Je passe outre et je termine ma journée. Une fois rentré chez moi, il me repose la question. Je lui répète que je n'ai qu'un téléphone. Mais là, je suis vraiment curieux de savoir ce qui se passe. Je suis dans la cuisine en train de préparer mon dîner, quand soudain, j'entends un rire de femme. J'ouvre immédiatement le placard, rien, seulement de la nourriture. Je le fouille de fond en comble pour être sûr de ne rien rater, mais je ne trouve rien. Quelques minutes plus tard, le même rire se fait entendre à nouveau. Je ne vais pas mentir, j'ai eu un peu peur. J'ai essayé de me rassurer avec des explications logiques, peut-être un problème de plomberie, un bruit étrange dans les canalisations. Mais plus j'entendais ce rire, plus j'étais convaincu qu'il s'agissait bien d'un rire de femme, dans la vingtaine ou la trentaine. J'ai dû me rendre à l'évidence, il y avait un djinn dans la maison. En tant que musulmans, nous ne croyons pas que les morts ou leurs âmes puissent revenir hanter les lieux où ils ont vécu. Nous croyons que l'âme quitte ce monde pour une autre dimension invisible appelée Barzakh, et qu'il n'y a absolument aucun contact possible entre nous et les morts, sauf si Dieu le permet à travers les rêves. En revanche, nous croyons que les djinns peuvent prendre de nombreuses formes, y compris humaines, et imiter des voix, ce qui explique beaucoup de témoignages similaires. On nous enseigne aussi que les djinns ont été créés inférieurs aux humains, et que parfois ils essaient de nous effrayer. Mais si on les ignore et qu'on ne montre pas de peur, ils finissent par abandonner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce djinn imitateur n'est resté qu'un jour et une nuit. À un moment, on a même commencé à en rire. Je me souviens qu'avec d'autres colocataires, on a envoyé l'un d'entre nous dans la cuisine sans rien lui dire. Dès qu'il a entendu le rire, il s'est mis à courir hors de la pièce, et nous, on était tous morts de rire. C'était hilarant. Après ça, le djinn ne nous a plus dérangés. Sauf peut-être une fois, quelques mois plus tard, quand j'ai eu un épisode de paralysie du sommeil. Depuis tout petit, on nous apprend à réciter un verset spécifique du Coran pour nous protéger contre les entités invisibles. Je me souviens très clairement de cette nuit-là, j'étais pleinement conscient, mais incapable de bouger. J'essayais de toutes mes forces de réciter Ayat al-Kursi, mais ma langue ne voulait tout simplement pas bouger. Cela n'a duré que quelques secondes, mais dès que j'ai réussi à articuler le verset, j'ai repris le contrôle de mon corps. J'ai toujours été un campeur passionné, mais plus encore, j'ai vécu pendant près de 2 ans dans la nature sauvage du Wyoming, quand j'étais enfant, dans une maison située sur une réserve naturelle. C'était un endroit sans électricité, sauf par générateur, et où nous devions faire bouillir l'eau que mes frères, sœurs et moi remontions du ruisseau. Tout ça avant même mes 10 ans. En cas d'urgence, il fallait au moins 1 heure pour rejoindre de l'aide ou pour qu'elle arrive jusqu'à nous. J'ai chassé du gibier dangereux, ce dont je ne suis pas particulièrement fier, mais c'est arrivé, et j'ai vu des choses étranges dans le désert. Alors quand je dis que je ne mets jamais les pieds seuls dans les forêts de la chaîne des Cascades, c'est important de comprendre que la nature sauvage ne me fait pas peur facilement. J'avais 23 ans quand un ami, appelons-le Darren, tous les prénoms ont été modifiés, m'a invité à un week-end de camping. Le lieu était à quelques kilomètres d'une piste de bûcheron, donc à environ 1 heure de marche d'un endroit déjà bien reculé. C'était juste moi, Darren, et son ami Wade. Depuis la piste, il fallait marcher une dizaine de minutes pour arriver au campement. Dès qu'on est arrivé, j'étais enthousiaste. Le petit lac était magnifique, quasiment intact. Ça m'a rassuré de voir que quelqu'un d'autre avait campé là récemment, il y avait du bois en plus près du foyer. On a mangé des hot-dogs et du chili, et vers le crépuscule, les gars sont allés récupérer un seau qu'ils avaient enterré l'année précédente. À l'intérieur, des rations MRE qu'ils avaient stockées. Tout s'annonçait comme l'un des meilleurs trips que j'avais fait à l'âge adulte. Mais cette nuit-là, je me suis senti bizarre dans ma tente. Une sorte de malaise. J'ai mis ça sur le compte de l'habitude de camper avec mon père. Darren avait un revolver 38 spécial pour se protéger des animaux sauvages, mais c'était le seul à être armé. Le lendemain, il s'est mis à pleuvoir, comme souvent dans le nord-ouest des États-Unis, et on a fini par tout remballer pour rentrer chez nous. 1 an plus tard,
moi et Darren avons voulu retourner camper au même endroit. Cette fois, j'ai réussi à convaincre plusieurs amis de se joindre à nous. Au final, on était 6 et un gros berger allemand blanc, moi, Darren, Wade, James, Charles, la copine de James, et le chien, Moogie. Sachant que j'avais eu un mauvais pressentiment la dernière fois, j'ai apporté mon fusil à pompe. James voulait faire un peu de tir en pleine nature, sur des canettes ou des bidons, ce qu'on ne peut pas faire dans les stands officiels. On avait même un quad pour transporter plus d'eau, de nourriture et de confort. Dès le premier jour, alors qu'on installait le campement, on a entendu de la musique qui venait du sud du lac. On a décidé, moi et James, d'aller voir. On était armés, moi avec mon fusil, lui avec un 308. On est tombé sur un flic, en civil, qui pêchait. Le gars a été assez cool, considérant 2 types armés qui sortaient de la forêt. On s'est présenté, sans dire exactement où on campait. Et c'est là que ça a commencé à devenir bizarre. Le flic voulait vraiment savoir exactement où on campait. Il a ensuite parlé d'un autre coin génial à essayer, à 2 kilomètres plus loin sur la piste. Il insistait presque comme si c'était le seul endroit acceptable pour camper. Darren l'a calmé en disant qu'il avait déjà parlé avec les propriétaires du terrain des années auparavant et qu'ils avaient donné leur accord. Le flic semblait contrarié. On a menti en disant qu'on allait y réfléchir. Mais en partant, on était tous d'accord, ce mec n'était pas net. On avait l'impression d'un piège. Du genre, les copains du flic vous attendent pour vous faire disparaître. On a continué notre week-end, nagé, bu, rigolé. Charles a même abattu un arbre mort avec une hache minuscule. La soirée est arrivée, et avec elle, le malaise est revenu. Un peu après la tombée de la nuit, on a entendu quelque chose de gros plonger dans l'eau, de l'autre côté du lac. On pensait que c'était Moogie, mais il était assis près du feu, oreilles dressées. On a pris nos lampes torchées pour aller chercher notre grosse bouée flottante, de peur qu'elle soit percée. Puis on a entendu le hibou. Un son qu'on connaissait dans la région, sauf que quelque chose n'allait pas. Le dernier son sonnait faux, comme si quelqu'un imitait un hibou, mal. James a dit, on dirait presque un humain. On a ri, puis j'ai moi-même imité un cri de hibou. Silence, puis ça a recommencé. Mais cette fois, un deuxième hibou s'est mis à ululer, juste après le premier. Et le faux s'est arrêté net après que le vrai ait lancé son cri. James a rigolé, le hibou a dit à l'autre de la fermer. J'ai crié, t'as intérêt à écouter ta femme, mec. Et là un bruit énorme. Comme un arbre qui tombe. Moogie s'est mis à péter les plombs, grognant, aboyant, glande puant en action. J'étais glacé de peur. Je le répète, j'ai traqué des ours et des cougars, mais jamais je n'ai eu aussi peur. J'étais paralysé. J'ai crié, qui que tu sois dégage, nous sommes armés. Puis, plus rien. Le silence est revenu, et il a duré toute la nuit. Je ne me suis pas endormi avant le lever du soleil. Plus tard, on est parti explorer l'autre rive. Très vite, moi et Charles avons senti une tension. Les poils se sont dressés sur notre nuque. On a continué armés, cherchant des traces, des arbres abattus. Et puis on a vu l'empreinte. Une empreinte de pied humain, seule, dans la boue. Très nette, avec un peu d'eau dedans. J'ai retiré ma botte pour comparer. Elle était plus petite que la mienne, mais ce qui m'a choqué, c'est qu'au niveau du petit orteil, il y avait un autre gros orteil. C'était pas humain. On a fait le tour du lac, pas d'autres empreintes, rien de concluant. Moogie est revenu dès qu'il a senti la nourriture. Le reste de la journée a été joyeux. On s'est même joint à un vieux couple qui faisait du tir pas loin. Mais cette nuit-là, Charles a encore fait du somnambulisme. Il s'est mis à hurler dans la nuit, « Reste dans ta tente. » Qui est là? Il dormait dehors, près du feu. Je me suis réveillé en sursaut, fusil à la main. « Y à quelqu'un à côté de ta tente ne sort pas » a-t-il crié. J'ai juré entendre quelqu'un murmurer mon nom juste avant un craquement à côté de ma tente. James est sorti de la sienne et a ri.
c'est juste la souche avec la bonbonne d'eau dessus. On avait mis une grosse bonbonne sur une souche, qui dans le noir pouvait ressembler à une silhouette. Charles a dit ça devait être ça et est allé dormir dans une tente. Moi, je n'ai pas dormi. J'ai monté la garde. Et là, j'ai entendu des craquements. Des branches, des bruits de pas Moogie grognait. Puis un craquement énorme, à quelques mètres. Je me suis levé, j'ai éclairé, et j'ai vu un cerf. Il s'est levé sur ses pattes arrière et s'est mis à courir. Un cerf qui court debout. Moogie a hurlé. J'ai tiré. Encore et encore. Jusqu'à vider le fusil. Tout le monde est sorti, paniqué. J'ai raconté ce que j'ai vu. Le matin, Darren et Wade ont voulu enterrer à nouveau le seau de provisions. Il y avait une souche qu'ils utilisaient comme repère. Cette souche avait disparu. Plus là. Pas de traces. Juste le trou et le poncho. Darren a dit, « Bon, je reviens plus jamais ici. » Et on est tous repartis. Et c'est pour cette raison que je ne vais jamais seul dans la chaîne des cascades. Toujours armé. Toujours avec du monde. Et même comme ça, je me méfie. Un jour, mon père m'a réveillé brusquement, me secouant et me disant de me lever avec un ton urgent qu'il n'utilisait presque jamais. Je ne me suis même pas retourné pour lui faire face, j'ai simplement replongé dans le sommeil après avoir entendu de lourds pas s'éloigner. Plus tard, je me suis réveillé en panique, pensant que j'avais raté un rendez-vous ou quelque chose d'important. Mais quand j'ai demandé à mon père, il m'a dit qu'il n'était même pas sorti de sa chambre. La deuxième fois que c'est arrivé, je me suis réveillé avec la nette sensation d'être observé. Cette fois, j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé vers la porte de la salle de bain, mon frère, ou ma sœur, était là, me fixant. Il ou elle s'est lentement approché du bord du lit, mais d'une lenteur étrange, presque irréelle. Je me suis redressé et lui ai dit de retourner se coucher. Mais il n'a pas semblé comprendre ou même entendre ce que je disais. Il s'est simplement assis là, et on est resté comme ça, dans un espèce de face-à-face silencieux. Finalement, il est reparti dans ce même pas lent et bizarre, et moi, épuisé, je me suis rendormi. Le matin, j'ai posé la question, et on m'a assuré qu'il, ou elle, n'était jamais descendu de l'étage. Je dormais très peu dans cette maison. Elle était toujours bruyante, et chaque nuit apportait quelque chose de différent. Même quand j'arrivais à dormir, je me faisais réveiller en sursaut par on ne sait quoi. Le dernier événement dont je me souviens, c'est ma sœur qui est rentrée à la maison. On a entendu la porte d'entrée s'ouvrir violemment, puis claquer, et elle a crié qu'elle était là avant de descendre en courant. Sauf qu'elle était censée être au travail. Ma mère et moi, on s'est regardés avec étonnement, et je suis allé l'accueillir. J'ai fouillé toute la maison. Toutes les pièces étaient vides, tout était silencieux. La porte ne s'est jamais rouverte, et toutes les personnes présentes étaient à l'étage au moment des faits. On a envoyé des messages à ma sœur et à notre grande sœur, et aucune des deux n'était rentrée ni n'avait prévu de le faire. J'avoue que j'aurais presque voulu voir ce qui avait ouvert la porte. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde dans la maison a entendu la même chose, donc je sais que ce n'était pas une hallucination due au manque de sommeil. Des choses vraiment étranges. Les deux premiers événements ont eu lieu chez ma grand-mère, où une personne était décédée. Le troisième s'est passé dans notre ancienne maison. Il y a des années, j'avais une amie qui travaillait dans une maison funéraire. Un jour, après son travail, sa mère et sa grand-mère l'ont vue entrer par la porte d'entrée de la maison. Elle avait l'air furieuse, et montée à l'étage sans dire un mot et a violemment claqué la porte de sa chambre. Inquiètes, elles l'ont suivie à l'étage pour voir ce qui n'allait pas. Elles ont frappé à la porte, mais elle ne répondait pas. Alors elles l'ont ouverte. La chambre était vide. Il n'y avait nulle part où se cacher, et il n'y avait aucun moyen qu'elle ait pu sortir par la fenêtre. Elles sont redescendues, complètement perplexes et secouées. Environ 20 minutes plus tard, mon amie est rentrée, pour de vrai cette fois, et elles lui ont demandé si elle était rentrée plus tôt puis repartie. Elle a répondu non,
qu'elle venait juste de quitter le travail et d'arriver à l'instant. Elle savait que j'adorais les histoires étranges, alors elle m'a raconté tout ça, sans même connaître les concepts de doppelganger ou de mimique. On a perdu contact avec le temps, mais j'aimerais bien la retrouver un jour pour lui demander plus de détails. Je vais aller droit au but. Ma mère a été arrêtée pour possession de drogue un soir d'été cette année. Mon ancienne colocataire et moi avons été invités à passer la nuit chez une amie de ma mère, car notre maison avait de graves problèmes d'électricité. Il était environ minuit quand nous avons commencé à éteindre les lumières ainsi que la télévision, et à nous préparer à dormir. Environ 20 minutes plus tard, j'ai entendu ce qui ressemblait exactement à la voix de ma mère appeler mon prénom depuis l'extérieur, du moins c'est ce que je pensais. Ça m'a totalement choqué, au point que je me suis redressé d'un coup et j'ai fixé la porte d'entrée au loin. Je pensais devenir folle. J'ai demandé à ma colocataire si elle l'avait entendu aussi. Elle m'a répondu oui et j'ai failli craquer. Le matin suivant, j'ai appris que ma mère avait passé la nuit entière au poste de police, qui se trouvait très loin de la maison où nous étions. J'ai vécu des phénomènes paranormaux toute ma vie. J'ai vu des lumières bleues flotter au-dessus de notre ville dans le désert avant de disparaître en un éclair, des femmes fantomatiques qui me prenaient la main quand j'étais enfant et me guidaient dans différentes pièces de la maison, qui, d'ailleurs, n'étaient pas loin d'un cimetière très ancien. L'un des événements les plus étranges fut un hurlement canin que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'était ni un chien, ni un coyote, ni aucun animal local que je connaisse. Ça ne sonnait pas naturel, ni normal. J'essaie de rester sceptique face au surnaturel et au paranormal, mais cette voix qui imitait ma mère, c'était complètement fou. « Molly, où es-tu » C'était absolument terrifiant. Quoi que c'était, j'espère que ça ne reviendra jamais. Malheureusement, la maison où je l'ai entendue est celle où je vis actuellement, et comme je souffre d'insomnie sévère, je suis éveillé presque toutes les nuits. Il m'arrive d'entendre des cris d'animaux étranges ou des voix, mais rien d'aussi bouleversant que cette nuit-là, où quelque chose a pris la voix de ma mère. Cela s'est passé à l'époque où je vivais dans le nord de l'État de New York. Depuis que j'ai déménagé à Philadelphie, je ne vois ni n'entends presque plus de fantômes depuis plus de 12 ans, à part quelques cauchemars et épisodes de paralysie du sommeil. Dans le nord de l'État, chaque maison dans laquelle j'ai vécu était hantée. La pire de toutes, c'était cette grande maison de 3 étages. Elle avait un grenier, un deuxième étage, un rez-de-chaussée et un sous-sol. Elle pouvait être divisée en duplex. Les maisons là-bas sont beaucoup moins chères que celles de New York City. En 1999, on pouvait acheter une maison de 4 chambres pour seulement 70 000 $. Ce n'est pas étonnant que les esprits ne quittent jamais les lieux, qu'ils aient été assassinés ou non. Cette histoire d'horreur s'est produite quand j'étais encore enfant. Nous vivions dans cette vieille maison en train de tomber en ruine. Pendant environ 6 mois, presque un an, nous n'avons eu aucune activité paranormale. Nous parlons aussi une autre langue, donc j'ai fini par penser que les fantômes ne nous aimaient pas et qu'ils étaient peut-être racistes. Car les choses se sont mises à dégénérer sérieusement, sans qu'on ait fait venir qui que ce soit pour bénir la maison ou tenter de communiquer avec eux. Ma tante a fini par vendre la maison à bas prix et nous avons déménagé ailleurs. Le plus ironique, c'est que la nouvelle maison était aussi hantée. Bref, l'activité a explosé après environ 6 à 12 mois. Tout a commencé par des objets déplacés ou disparus, retrouvés dans des pièces complètement différentes. Puis les esprits ont commencé à imiter les voix et les habitudes de ma famille. J'ai vu une petite fille dont le visage était flou. Elle portait une robe ancienne et ne m'a jamais montré son visage, seulement une forme blanche et floue. J'ai aussi vu une ombre aller et venir. Ma mère, elle, a vu un fantôme d'homme noir en chair et en os, qui marchait de la cheminée vers la salle de bain avant de disparaître. Elle l'a vu vers 5 heures du matin alors qu'elle se trouvait dans la cuisine. Elle a vu son visage clairement, comme s'il était vivant, avant qu'il ne disparaisse dans le mur de la salle de bain. J'étais trop jeune à l'époque pour comprendre comment ma famille gérait tout ça. Si j'étais resté dans l'État de New York, j'aurais sûrement cherché l'historique de cette maison. Mais c'est trop tard.
Les fantômes ont commencé par apparaître, puis se sont mis à nous imiter. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. J'avais 10 ans. Je me souviens être rentré de l'école et être monté seul à l'étage. Les chiens restaient toujours en bas. Le fantôme connaissait ma routine, il savait à quelle heure je rentrais. Juste après être entré dans ma chambre pour me changer, j'ai entendu les chiens pleurer et aboyer dans le salon de l'étage. J'y suis allé, rien. Je suis retourné dans ma chambre. De nouveau, j'ai entendu les chiens dans le salon. Je suis ressorti, encore rien. Pendant une semaine, ce fantôme a joué avec moi. Jusqu'au jour où j'en ai eu assez. J'ai claqué la porte de ma chambre en rentrant de l'école. Encore une fois, j'ai entendu les aboiements et les gémissements, mais cette fois, je n'ai pas bougé. Ça a empiré, les sons devenaient de plus en plus forts, comme s'ils voulaient me faire sortir. Je suis resté dans ma chambre, sans ouvrir. Puis d'un coup, le silence total. Il ne m'a plus jamais dérangé. Mais il s'en est pris aux autres, en imitant les voix de ma famille. Chacun d'entre nous entendait quelqu'un d'autre l'appeler, et chaque fois, la personne en question disait qu'elle n'avait rien dit. Mon frère m'a entendu parler et l'appeler depuis ma chambre alors que j'étais à l'école. Il était resté à la maison parce qu'il était malade. Il m'a raconté qu'il avait entendu ma voix et était allé voir, mais que la chambre était vide. Ma mère a aussi rêvé qu'un des fantômes lui disait qu'il n'aimait pas qu'on parle en langue asiatique. Elle nous l'a avoué des années après qu'on ait déménagé. Pour une raison quelconque, les fantômes ne se montraient qu'à elle. Moi, je ne voyais que des ombres, des visages flous et j'entendais des voix. Mais elle voyait des visages nets, elle avait des rêves très précis. Ce n'était plus l'homme noir cette fois. Elle a rêvé d'un homme blanc qui lui a dit, en anglais, qu'il ne comprenait pas ce qu'on disait et que ça le dérangeait. Seul mon frère et moi parlions anglais et notre langue d'origine, donc les fantômes pouvaient nous comprendre. C'était de plus en plus fou, et la situation ne faisait qu'empirer. On entendait des pas dans le grenier et dans toute la maison la nuit. La télé s'allumait et s'éteignait toute seule. Les portes s'ouvraient et se refermaient d'elles-mêmes. Il y avait une porte à l'étage qui refusait de rester fermée. On avait beau la fermer, elle était toujours grande ouverte le lendemain. C'était dans les années 90, donc ma famille n'avait jamais pensé à installer des caméras pour comprendre ce qu'il se passait. Ça s'est aggravé à un point où chaque membre de la famille semblait hanté par un esprit spécifique. Ma tante, par exemple, voyait toujours la même femme fantomatique suivre un itinéraire précis. Elle la voyait passer devant sa chambre, descendre les escaliers, puis disparaître. Je pense que c'est elle qui ouvrait toujours cette fameuse porte. Peut-être qu'elle est morte dans cette maison et ne sait pas qu'elle est morte. J'ai aussi rêvé de la même petite fille que j'avais déjà vue. J'avais 10 ans. Mon frère m'avait volé un jouet et je le cherchais en pleurant. Dans mon rêve, cette fillette en robe ancienne, toujours avec le visage flou, est venue me parler. Elle m'a montré où était mon jouet. Je me suis réveillé et je suis allé à côté du lit de ma grand-mère, et le jouet était là, coincé dans une fissure du lit. J'ai toujours pensé que cette petite fille était un bon esprit. Mais les autres, eux, devenaient de plus en plus dangereux. J'ai eu l'intuition que si nous n'avions pas quitté cette maison, nous serions tous morts les uns après les autres. Je pense que les esprits étaient en colère parce qu'on avait séparé la maison en 2 logements et réorganisé toute la déco. On avait même jeté de vieilles robes et vêtements trouvés dans le grenier. Mon mari a un esprit qui lui est attaché. On l'appelle l'imitateur. Avant qu'on se rencontre, il vivait avec des colocataires. Un jour, pendant que ses colocataires étaient partis en lune de miel pour 2 semaines, il est resté seul à la maison. Il passait son temps à jouer à Call of Duty et à se détendre, quand soudain, il a entendu sa colocataire crier depuis une autre pièce, « Aidez, viens voir cette vidéo YouTube que j'ai trouvée », suivie de son rire. Il s'est levé sans réfléchir et s'est rendu dans la pièce. Il n'y avait absolument personne. Ce genre d'événement est arrivé plusieurs fois. Il a entendu ma voix alors que je ne parlais pas. Moi, j'ai entendu ma mère. Tous les deux, on a entendu notre ancien colocataire crier après son ordinateur, alors qu'il était au travail. Sa mère,
elle, a entendu ma voix un jour où j'étais en rendez-vous avec quelqu'un. Et cet esprit le suit de maison en maison. C'est vraiment dérangeant. La dernière fois que c'est arrivé, c'était tout récemment. C'est pour ça que je voulais en parler. Mon mari, sa mère et moi avons tous entendu la même chose, un miaulement venant de la salle de bain des invités. Mais tous nos chats étaient enfermés avec nous dans notre chambre, puisqu'on est en plein déménagement. On a tout de suite compris, après en avoir discuté, que l'imitateur avait suivi jusqu'à notre nouvelle maison. Ce n'est pas un esprit terrifiant, il ne fait que reproduire des sons. Parfois, je me demande s'il n'est pas la cause du fait que nos fruits et légumes pourrissent anormalement vite, mais je n'ai aucune preuve. Alors on vit avec. Il y a tout juste 1 heure, j'étais assis à mon bureau en train de jouer à des jeux vidéo quand j'ai entendu mon copain dire bébé depuis une pièce située 2 pièces plus loin. Le problème, c'est que mon copain travaille aujourd'hui de 14h à 23h. Ma mère, elle, est à une réunion à environ 1h30 de route de la maison. Donc en principe, je suis seul à la maison. Quand je l'ai entendu la première fois, j'ai instinctivement tourné la tête vers la source du son. Puis j'ai juré intérieurement, parce que ça voulait dire que je venais de reconnaître ce qui venait de parler. J'ai rapidement détourné la tête vers mon jeu, en essayant de faire comme si de rien n'était. Mais quoi que ce soit, ça a continué à dire « bébé » avec la voix exacte de mon copain, toutes les quelques minutes. Je me suis levé pour voir où était mon chien. Il était allongé à sa place habituelle, parfaitement calme. J'ai essayé de l'appeler pour qu'il vienne près de moi, pour me sentir un peu protégé, mais il n'a pas bougé. Alors je suis retourné à mon bureau et j'ai essayé de l'ignorer de toutes mes forces. Puis j'ai décidé d'appeler une amie, juste pour ne pas être seul. Environ 8 minutes après le début de notre conversation, pendant que je faisais semblant que tout allait bien, j'ai entendu un murmure directement dans mon oreille, insérant mon prénom. J'étais encore au téléphone. J'ai éteint mon ordinateur, attrapé mon sac, et je suis sorti en trombe. Je suis allé m'asseoir dans la voiture, j'ai fermé les fenêtres et verrouillé les portes. C'est à ce moment-là que j'ai expliqué à mon ami ce qui venait de se passer. Je commençais sérieusement à paniquer. Je me suis rendu au travail de mon copain, et c'est là, dans le parking, que j'écris ce message. J'ai lu des histoires sur les imitateurs et j'ai vu des vidéos, je sais que beaucoup ne sont pas vraies, mais elles me foutent la trouille, mais je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi intense auparavant. Je suis vraiment terrifié et je ne sais pas quoi faire. J'ai cherché sur Google comment s'en débarrasser, mais les réponses sont floues et peu utiles. J'ai besoin de conseils ou d'aide. Et si les modérateurs suppriment ce message, je vous en prie, dites-moi au moins où je peux le poster, parce que je suis sérieusement effrayé et perdu. J'ai toujours été capable de ressentir les esprits depuis que je suis petit. Je n'ai ressenti de vraie malveillance qu'une seule fois, vers l'âge de 15 ans, et ça m'a tellement terrifié que j'ai tout fait pour bloquer cette capacité. Plus tard, j'ai eu un grave accident. Je suis mort un court instant, mais les ambulanciers m'ont réanimé. Avant l'accident, ça faisait des années que je ne ressentais plus rien. Et dès mon réveil, j'ai retrouvé cette sensibilité aux esprits comme si elle ne m'avait jamais quitté. Mais cette fois, je n'ai pas cherché à la refouler. Tous les esprits que je percevais étaient simplement là, ni bons ni mauvais, juste présents. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai ressenti quelque chose. Donc je sais que ce n'est pas dans ma tête. Malheureusement, j'ai toujours été du genre à avoir peur, malgré le fait que je ressente ces choses depuis l'enfance. J'aurais aimé ne pas avoir ce don. Et je n'ai jamais vraiment exploré comment gérer les esprits, les rituels ou les pratiques de protection. J'ai toujours pensé que ce n'était pas quelque chose que j'avais le droit de faire, n'ayant pas de lien culturel ou spirituel spécifique avec ces traditions. Aujourd'hui, ma femme et moi avons été absents presque toute la journée. En rentrant, notre chien n'était pas à son endroit habituel, le canapé, et ne s'est pas précipité vers nous comme il le fait d'habitude. Ça nous a un peu inquiétés, surtout parce qu'il est vieux et commence à ralentir. Ma femme est descendue au sous-sol pour le chercher,
et elle l'a trouvé allongé sur une serviette roulée en boule, dans le noir. Ce n'est vraiment pas dans ses habitudes. Il n'a montré aucun signe de maladie, et une fois qu'on est allé le chercher, il a repris son comportement normal. Après avoir rangé quelques courses, je suis allé sortir la poubelle, ce qui implique de traverser notre garage de place, puis un petit garage attenant que j'utilise comme salle de sport. Comme toujours, j'ai allumé toutes les lumières pour éviter de trébucher. J'ai sorti la poubelle par la porte latérale du petit garage. Quand je me suis retourné pour rentrer, j'ai vu ce que j'ai cru être ma femme passer devant la petite fenêtre qui donne sur ce garage, même t-shirt, même corpulence, c'était elle, du moins je le pensais. Elle semblait un peu courbée, le regard vers le sol, marchant vers la porte du garage qui était pourtant fermée. Je n'ai pas réfléchi et j'ai ouvert la porte en disant « Eh, qu'est-ce que tu fais ?» avant de réaliser qu'il n'y avait personne. J'ai fouillé tout le garage. Il n'y avait aucun moyen de sortir sans passer par la porte que j'avais utilisée, l'une des portes du garage encore fermée, ou la maison. Quand je suis rentré, ma femme était de l'autre côté de la maison et n'était pas sortie du tout. On a tous les deux été un peu troublés, même si on ne croit pas vraiment au paranormal. On trouve ça intéressant, comme les mythes et les légendes, mais on ne prend pas ça au sérieux. Cela dit, on vit dans cette maison depuis environ 2 ans, et rien d'étrange ne s'est jamais produit jusqu'à aujourd'hui. J'étais seul à la maison, mon frère devait rentrer bientôt. Pour donner une idée de l'aménagement de l'étage, un couloir assez long, dont une extrémité donne sur les marches qui mènent à la cuisine. Une fois ces marches montées, il y a quelques pièces à gauche et à droite, puis nos 2 chambres tout au fond. Nos portes forment un angle de 90 degrés. J'étais en train de lire un livre quand j'ai vu ce qui ressemblait exactement à mon frère passer devant ma porte et entrer dans sa chambre. Même chemise bleue à col, même short cargo couleur crème, même chaussures blanches. Aucun bruit. Je n'ai pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir, mais j'ai mis ça sur le compte de ma concentration dans ma lecture. Quelques minutes plus tard, je me suis souvenu d'un truc drôle que je voulais lui raconter, alors je suis allé dans sa chambre. Elle était vide. Je suis allé regarder dehors, sa voiture n'était même pas là. J'avais vu ce qui semblait être mon frère entrer dans sa chambre, et pourtant, il n'était jamais rentré, et je ne l'ai pas vu repartir non plus. Expérience vraiment étrange, mais rien d'autre d'inhabituel ne s'est jamais produit depuis ce jour. Ça nous est arrivé à plusieurs filles qui bossaient ensemble. On travaillait dans un chenil. Beaucoup de choses étranges s'y sont produites, mais je vais rester sur le thème principal ici. On entendait souvent nos propres voix ou celles de collègues, alors qu'on n'était même pas là ce jour-là. Par exemple, je voyais régulièrement ma responsable se tenir à côté de moi pendant que je lavais les chiens, comme si elle voulait me parler. Mais dès que je me retournais, il n'y avait absolument personne. Parfois, on recevait des appels à la radio pour aller au chenil ou au bureau. On y allait, et personne ne nous avait appelés. Encore plus étrange, nos radios, pourtant éteintes, se mettaient soudain à diffuser un message, amenez Fido au bureau pour le départ. On y allait avec le chien, et personne ne nous attendait, personne n'avait rien dit à la radio. 2 fois, une amie m'a envoyé un message furieuse parce qu'elle m'avait soi-disant vu parler à la responsable, un jour où j'étais en congé. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne lui avais pas dit bonjour. Sauf que je n'étais pas venu du tout ce jour-là. On a fini par appeler ça l'imitateur ou le mimique. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que c'était toujours les mêmes 3 filles qui étaient imitées. Je ne peux que supposer que ce que ma mère et moi avons vu était un double, un doppelganger. Avant de commencer, il faut savoir que mon père travaillait de nuit à cette époque. J'avais environ 6 ou 7 ans. On vivait tous les 3 dans un petit appartement en maison mitoyenne, moi, ma mère et mon père, jusqu'à ce que ma mère décède, moins de 2 mois après cet événement. Ce soir-là, comme tous les soirs, elle me versait un verre de lait dans la cuisine pendant que je me préparais à aller dormir pour l'école du lendemain. Il n'y avait rien de particulier, rien d'effrayant. C'était une soirée comme les autres.
J'étais assis, je regardais autour de moi, un peu distrait, et je fixais de temps à autre le salon devant moi, en attendant. Et puis, à un moment, alors que je tournais la tête de nouveau, mon père était apparu, debout devant la porte du placard dans le salon. Sur le moment, je n'ai pas eu peur. J'ai simplement pensé que c'était lui. Mais avec du recul, il n'y avait eu aucun bruit. Et dans notre appartement, tout faisait du bruit, les portes, les planchers grinçaient. On aurait forcément entendu quelqu'un bouger dans cette pièce si quelqu'un y était entré. Ce qui m'a glacé le sang, c'est qu'il ne faisait rien. Il restait juste là, debout, à nous fixer, sans cligner des yeux, sans bouger d'un centimètre. Au début, je pensais toujours que c'était mon père, mais au fil des secondes, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Ses yeux. Ils étaient trop petits. Écarquillés, figés, mais beaucoup trop petits pour être normaux. Quelque chose d'invisible clochait. J'ai cligné des yeux. J'ai frotté mes yeux avec mes mains. J'ai essayé de me convaincre que je voyais mal. Mais il était toujours là, exactement pareil, immobile, silencieux, juste à me fixer. Ça a duré 1 minute entière. Puis, d'un seul coup, après un nouveau battement de cils, il avait disparu. Aucun bruit. Aucun mouvement. Il n'y avait aucune possibilité qu'il ait pu s'éloigner aussi vite sans faire de bruit. S'il avait fui par la porte, elle se serait forcément refermée en claquant. Mais non. Juste, plus rien. J'étais terrifié. J'ai regardé ma mère pour voir si elle avait vu quelque chose. Mais elle n'a rien dit, n'a rien montré. Alors j'ai pensé que j'avais imaginé tout ça. Pendant des années, j'ai cru que c'était une hallucination. Jusqu'à il y a quelques années. Un jour, j'ai raconté cette histoire à mon père. Et c'est là qu'il m'a dit que ma mère aussi l'avait vue, ce soir-là. Mais comme je ne lui avais jamais rien dit à l'époque et qu'elle souffrait de problèmes de santé mentale, il avait cru que c'était une crise ou une vision. Je n'ai jamais revécu quelque chose d'aussi intense, mais cette nuit-là a marqué ma vie. C'est à cause de cette vision que, pendant des années, j'ai été incapable de dormir sans lumière. Avant ça, je n'avais pas peur du noir. Je ne croyais pas aux fantômes. Je ne comprenais même pas que des gens pouvaient mourir, je n'avais aucune notion de religion ou d'au-delà. Mais après cette nuit-là, chaque soir jusqu'à notre déménagement, j'étais pétrifié à l'idée de dormir dans ma propre chambre. J'ai vécu 2 expériences étranges qui se sont suivies, ce qui est d'autant plus bizarre que je n'ai jamais eu vraiment de rencontre paranormale avant. Ma mère et moi étions dans la cuisine en train de cuisiner quand on a entendu frapper à la porte coulissante. Juste après, on a entendu mon père dire « Hello », exactement comme il le fait toujours quand il veut qu'on vienne lui ouvrir. Même voix, même ton, même rythme, tout était parfaitement familier. Alors ma mère me dit d'aller lui ouvrir. Je vais jusqu'à la porte, mais personne n'est là. Je retourne à la cuisine pour lui dire, et au même moment, on le voit arriver en voiture à la grille, à travers la fenêtre de la cuisine. On vit à la campagne, donc le portail est assez loin de la maison. C'était impossible que ce soit une blague, et de toute façon, ce n'est pas du tout son genre. Le lendemain, à la même heure, ma mère et moi étions encore dans la cuisine. Et là, nouveau coup frappé à la porte coulissante. Ma mère me dit encore une fois d'aller ouvrir pour mon père, et je réponds quelque chose comme « Ce serait flippant s'il n'y avait encore personne ». Tu devines la suite, il n'y avait personne du tout. Ça ne s'est produit que ces 2 jours-là, et jamais plus depuis. Mais honnêtement, je ne sais pas quoi penser de tout ça. C'était exactement la voix de mon père. Et ce n'était pas une erreur d'interprétation ou un son confus, c'était clair, net, familier. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas ce que c'était. J'ai vécu plusieurs expériences étranges dans mon ancienne maison, toutes liées à ce que je ne peux décrire autrement que des imitateurs ou des doubles. J'avais déjà connu des trucs bizarres dans cette maison, mais à l'époque, mon mari n'avait jamais rien remarqué. Un matin, j'étais dans la salle de bain en train de me préparer pour aller au travail, portant mon peignoir bleu.
Mon mari entre, l'air surpris, et dit « Tu ne portes pas du noir ?» Je réponds « Non ». Il m'explique qu'il m'a littéralement vu entrer dans la chambre de notre fils en robe noire, juste avant de venir me voir. Il m'avait même posé une question en pensant que j'allais le réveiller. À ce moment-là, notre fils faisait régulièrement des cauchemars, et le fait que mon double vienne le voir en pleine nuit n'aurait fait que le terrifier davantage. Une autre fois, les enfants étaient assis dans la voiture dans le garage, prêts à partir. D'un coup, ils deviennent tout excités et me demandent quand leur grand-père est arrivé. Je leur dis que c'est un jour d'école, qu'il n'est pas là. Ils insistent, mais on vient de le voir passer devant la fenêtre du garage. Cette maison, elle regorgeait d'événements complètement fous quand j'y vivais. Après le divorce, mon ex-mari a gardé la maison. Depuis, il n'a jamais rien vécu d'étrange. Quelques mois plus tard, je faisais une faveur et je gardais les enfants pendant 1 heure un soir où c'était son tour, le temps qu'il rentre du travail. Je m'étais installé sur le canapé pendant que les enfants jouaient aux jeux vidéo. Le soleil commençait à se coucher et je me suis dit, j'aurais dû allumer la lumière avant de m'asseoir. 2 minutes plus tard, la lumière de la cuisine s'est allumée toute seule. Quand il est rentré, je lui ai fait une remarque sur son nouveau minuteur automatique. Il a blêmi. Il m'a dit qu'il n'en avait pas. Et depuis que je suis parti, il n'a plus jamais rien vécu de bizarre. C'est comme si la maison n'était hantée que quand j'y étais. Tout ça a commencé l'été dernier et n'a duré que quelques mois. C'est arrivé 3 ou 4 fois. Une fois, quelque chose m'a imité sur mon lieu de travail, mais je raconterai ça dans un autre message. La première fois, j'étais en train de faire la vaisselle quand j'ai cru voir mon mari sortir de notre chambre et se diriger vers la salle de bain. J'avais le dos tourné, donc je l'ai vu du coin de l'œil. Mais la lumière de la salle de bain ne s'est jamais allumée, alors je me suis retourné, et il n'y avait personne. J'ai vérifié dans notre chambre, et il dormait profondément. Pourtant, j'étais convaincu de l'avoir vu aller à la salle de bain. Quelques jours plus tard, j'étais dehors avec les chiens, en plein après-midi, à peu près à l'heure où mon mari rentre du travail. Je lisais dans mon hamac quand j'ai vu, toujours du coin de l'œil, mon mari marcher en direction de notre atelier. J'ai dit « Coucou chérie, ta journée s'est bien passée ?» en posant mon livre, mais je n'ai eu aucune réponse. Je me suis levé, l'atelier était fermé, et sa voiture n'était même pas là. Le plus étrange, c'est que les chiens avaient réagi aussi. Ils l'avaient vu. Ils étaient attentifs, comme d'habitude quand il rentre. La dernière fois, je n'ai rien vu, mais j'ai entendu sa voix. Encore une fois, à peu près à l'heure habituelle de son retour. J'étais dans notre chambre en train de plier le linge, et j'ai cru entendre la porte d'entrée s'ouvrir. Puis, très clairement, j'ai entendu « Non, descends », ce qu'il dit souvent à notre chiot qui lui saute dessus. Je suis sorti pour l'accueillir, il n'y avait personne. La voiture n'était pas là non plus. Quand il est rentré pour de bon, je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu. Et depuis ce jour-là, ça n'est plus jamais arrivé. Mais je continue à voir des silhouettes noires, des formes d'ombre, et ça dure depuis des années. Hier soir, mon fils de 6 ans a vu quelque chose d'effrayant. Ma femme et moi étions en bas avec nos autres enfants quand notre fils aîné est descendu précipitamment, clairement bouleversé. Après quelques questions, il a fini par nous dire ce qui s'était passé. Il affirme m'avoir vu en haut, dans notre chambre, juste en face de la sienne. Selon lui, je reculais lentement dans l'ombre, les yeux blancs brillants et un grand sourire aux lèvres. Le détail qui m'a glacé le sang, c'est que ce genre de mise en scène, c'est typiquement ce que je fais pour jouer avec lui. Je me cache, je le fais sursauter, et il me saute dessus en riant, en mode attaque. Ce qu'il a vu imite donc non seulement mon apparence mais aussi ma manière d'agir avec lui. Comme s'il savait exactement comment m'imiter pour l'attirer. Mais cette fois, quelque chose a changé. Heureusement, mon fils a tout de suite compris que ce n'était pas moi. Il a senti que quelque chose clochait. Il n'a pas couru vers cette chose, il est venu vers nous.
Et je remercie le ciel qu'il ait eu ce bon réflexe. Ce qui me perturbe le plus, ce n'est pas juste l'apparition. C'est qu'elle a choisi un moment où nous étions tous en bas, où elle savait qu'il serait seul là-haut. Et qu'elle a pris une forme qui aurait pu l'amener à s'en approcher. Comme si elle le testait. Je pense qu'il est grand temps de faire un nettoyage spirituel de la maison. Quelque chose rôde, et ça semble nous observer depuis un moment. Quand j'avais environ 8 ou 9 ans, je venais tout juste de rentrer à la maison après avoir frôlé la mort à cause d'une pneumonie sévère, compliquée par un problème lié à de la moisissure dans la maison. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose me mettait mal à l'aise, comme une angoisse sourde qui ne voulait pas me lâcher. J'ai donc décidé d'aller dans la chambre de mes parents. C'était tout simple, je sortais de ma chambre, faisais 7 pas en ligne droite, puis je tournais à gauche. Mais en ouvrant ma porte, je me suis figé sur place. Juste là, à quelques mètres, se trouvait moi. C'était moi, sans la moindre erreur possible. Mais je portais cette vieille chemise de nuit cendrillon violette que j'avais avant l'hôpital, celle que j'adorais et que je n'avais plus jamais revue après mon séjour. Il n'y a pas de couloir dans cette partie de la maison, juste un espace ouvert où les portes donnent directement sur le salon. Et cette chose, cette version de moi-même, se tenait immobile, à moitié dissimulée derrière un panier à linge, exactement entre la porte de mes parents et la mienne. Je suis resté pétrifié quelques secondes. Je la fixais. Elle ne bougeait pas. Elle ne souriait pas. Son visage était parfaitement neutre, vide, sans la moindre trace d'émotion. Mais elle dégageait quelque chose de glacial, comme une présence coupée de tout ce qui est humain. J'ai eu l'impression que le temps se bloquait autour de nous. Puis, d'un seul coup, j'ai couru dans la chambre de ma mère sans me retourner. Elle n'a jamais su. Je ne lui ai jamais dit que, cette nuit-là, j'avais vu une copie exacte de moi-même debout dans le salon au milieu de la nuit. Peut-être parce que je savais qu'elle ne comprendrait pas. Ou peut-être parce qu'en le disant à voix haute, j'aurais eu peur que ça revienne. Quand j'avais environ 8 ans et que mon petit frère en avait 6, il a vu quelque chose d'étrange ce jour-là. Il m'a vu assise par terre dans ma chambre, tranquillement en train de jouer avec une boîte remplie de barrettes. C'était une habitude que j'avais à l'époque, je renversais la boîte sur le sol et je passais des heures à trier, aligner, empiler les petites pinces comme si c'était des trésors. C'était mon petit monde à moi. Mais ce jour-là, je n'étais même pas à la maison. J'étais parti au centre commercial avec notre mère. Mon frère a raconté qu'il m'avait appelé depuis le couloir, mais que je ne m'étais même pas retourné. Il s'est senti mal à l'aise, quelque chose lui paraissait anormal dans ma posture, dans le silence. Puis, en un instant, il a cligné des yeux et j'avais disparu. Il ne restait plus rien. La boîte de barrettes était parfaitement refermée, posée là-haut sur la commode, comme si elle n'avait jamais été ouverte. Il a couru raconter à notre père ce qu'il venait de vivre. Et ce qui est étrange, c'est que notre père a eu une réaction immédiate de panique. Il pensait que c'était un présage, que peut-être notre mère et moi étions mortes dans un accident de voiture sur le chemin du retour. On était dans les années 1980, il n'y avait aucun moyen rapide de contacter quelqu'un en déplacement. Pas de téléphone portable. À moins d'avoir une voiture équipée d'un téléphone intégré, ce qui relevait du luxe à l'époque, on était complètement coupé du monde extérieur. Quand nous sommes rentrés, tout semblait normal. Mais je me souviens encore du visage soulagé de mon père, comme s'il avait échappé à quelque chose de terrible. Ce jour-là, sans le savoir, une version de moi avait visité la maison en mon absence. Et elle avait laissé derrière elle un malaise que personne n'a jamais vraiment su expliquer. Quand j'étais ado, ma mère est rentrée un jour et a cru me voir dans la maison. Elle a dit m'avoir aperçu tourner au coin d'un mur, comme si je me cachais pour lui faire une blague. C'était quelque chose que j'aurais très bien pu faire, alors elle m'a suivi sans trop réfléchir. Elle m'a vu prendre un deuxième virage, mais cette fois, j'ai complètement disparu. Elle a alors appelé vers l'étage, un peu confuse, peut-être même un peu troublée, pensant que je continuais à jouer.
Mais j'étais vraiment à l'étage, dans ma chambre avec une amie. On était là depuis plus d'une heure, juste après l'école. Et le plus étrange, c'est que ce qu'elle avait vu portait une de mes vieilles tenues de sport, un sweat blanc et un short rouge. Un ensemble que je n'avais pas mis depuis longtemps. Ce jour-là, j'étais en jean et sweat noir, et mon ami l'a confirmé sans hésiter. Je ne m'étais pas changé. Ce genre de choses n'était pas une première dans cette maison. On entendait régulièrement la voix de l'autre quand on savait qu'on était seul. Des bruits de pas dans les escaliers ou dans le couloir, des tiroirs qu'on entendait s'ouvrir et se refermer dans des pièces vides. Mon frère aussi avait déjà dit entendre ma voix l'appeler alors que je n'étais même pas là. C'était comme si la maison s'était habituée à nous, à nos habitudes, à nos silhouettes, et qu'elle les répétait parfois, indépendamment de nous. Aujourd'hui, je suis soulagé de ne plus vivre là. Il y avait quelque chose dans ces murs, une mémoire tordue, un écho vivant qui imitait nos présences. Et ce n'était jamais vraiment hostile, mais toujours un peu trop exact pour être anodin. Je ne savais pas que ces choses s'appelaient des mimiques à l'époque, mais ce que j'ai vu reste encore gravé dans ma mémoire. J'avais environ 11 ans et je passais la nuit chez mes grands-parents avec mon cousin. C'était une vieille maison, pleine de recoins, de couloirs étroits, et d'un silence épais qui s'accrochait même pendant la journée. Peut-être que l'âge de la maison y était pour quelque chose, ou peut-être que certaines maisons gardent simplement des choses avec elles. Ce soir-là, mon cousin était descendu dans la salle familiale, et moi j'étais resté dans la cuisine, qui était ouverte sur le reste de l'étage. De là où j'étais, je pouvais voir s'il revenait vers la cuisine, mais je ne pouvais pas voir l'intérieur de la salle familiale elle-même. J'étais en train de cuisiner quelque chose quand j'ai levé les yeux, distraitement. Et je l'ai vu. Enfin, j'ai vu quelqu'un qui avait son apparence. Il se tenait là, immobile, au bord de la colonne entre la cuisine et la salle familiale. Il me regardait fixement, les yeux brillants d'une lumière blanche irréelle. Il tenait une énorme sucette colorée, comme celle qu'on trouve à Disneyland ou dans les vieilles confiseries. Rien dans sa posture n'était naturel. Il ne souriait pas, il ne faisait pas de bruit. Il était simplement là, comme figé, me fixant. Puis il a lentement disparu derrière la colonne. J'ai à peine eu le temps de réagir. J'ai demandé tout haut où t'as trouvé ça, en parlant de la sucette. Mais il n'est jamais réapparu de l'autre côté. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Je me suis précipité dans la salle familiale. Mon cousin était assis là, tranquille, et il n'avait pas bougé. Il n'avait pas de sucette, évidemment. Je lui ai raconté ce que je venais de voir, et il m'a cru sans hésiter. Il a eu l'air inquiet, mais pas surpris. On s'est regardé, et on a décidé sans même trop en discuter qu'on resterait ensemble pour le reste de la nuit. Plus de déplacements seuls. Plus de recoins. À l'époque, je pensais que j'avais peut-être rêvé les yeux ouverts, ou que mon imagination avait pris le dessus. Mais aujourd'hui, en lisant les histoires des autres, je comprends que ce que j'ai vu n'était pas une hallucination. C'était une de ces choses qui prennent nos visages, nos gestes, nos habitudes. Et qui parfois se tiennent juste assez loin pour ne pas être vraiment là, mais jamais assez loin pour qu'on puisse les oublier. Après la naissance de notre premier enfant, un matin tout à fait normal a soudain basculé dans quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. Ma femme était partie travailler, et je me retrouvais seul dans l'appartement avec notre bébé. J'étais assis sur le canapé, je nourrissais notre enfant tout en regardant la télé, quand j'ai entendu sa voix m'appeler depuis la chambre. C'était sa voix. Claire, familière. Elle m'appelait par mon prénom, comme si elle était simplement dans la pièce d'à accent grave côté. Au début, j'ai pensé que j'avais mal entendu, ou que c'était le son étouffé d'un voisin à travers les murs. Mais j'ai mis la télé en sourdine et j'ai tendu l'oreille. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu de nouveau sa voix. Toujours depuis la chambre. Elle m'appelait encore. Il n'y avait rien d'agressif dans le ton, mais c'était cette insistance calme et faussement banale qui m'a glacé le sang. Puis elle a dit « Amène le bébé ici ». À cet instant, chaque fibre de mon corps m'a crié que quelque chose n'allait pas.
Pas du tout. Je me suis levé sans réfléchir, j'ai pris notre bébé dans mes bras, et je suis sorti de cet appartement aussi vite que j'ai pu. J'ai envoyé un message à ma femme. Elle était toujours au travail, exactement là où elle était censée être. J'ai longuement hésité à appeler la police, mais après un moment, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis retourné dans l'appartement. J'ai vérifié chaque pièce. Rien. Personne. Pas un bruit. Pas un indice. Des choses étranges étaient déjà arrivées dans cet appartement, des sensations de présence, des objets déplacés, des bruits sans explication. Mais rien ne s'était approché de ce que j'ai vécu ce jour-là. Entendre cette voix, aussi nette, aussi familière, et savoir avec certitude que ce n'était pas elle. C'est une forme de terreur que je ne souhaite à personne. Je n'ai jamais oublié le ton qu'elle a utilisé, cette voix parfaite, qui savait exactement comment me parler. Comme si quelque chose essayait d'imiter ce qui me rassure le plus, pour m'attirer dans la chambre. Pour nous attirer. Ça m'est arrivé quand j'avais à peu près 6 ou 7 ans. Mon petit frère avait environ 4 ou 5 ans à ce moment-là. Il était connu dans la famille pour refuser obstinément de porter un pantalon. Il traînait presque tout le temps en t-shirt et en petits boxeurs serrés, courant dans la maison comme si c'était la tenue la plus normale du monde. Ce jour-là, il était dans sa chambre à l'étage, assis sur le sol en train de jouer aux jeux vidéo comme d'habitude. Rien de spécial. Moi, je descendais les escaliers. En bas, on avait ce grand miroir, du sol au plafond, qui reflétait toute la cage d'escalier. Je descendais tranquillement, quand, presque arrivé en bas, j'ai levé les yeux vers le miroir, et là, je l'ai vu. Mon frère. Il descendait les escaliers derrière moi. Même t-shirt, même boxeur. C'était lui. Son visage, sa démarche, tout. Il n'avait pas dit un mot, et pourtant il était juste là, dans le miroir, comme s'il me suivait. Le détail qui m'a glacé, c'est que je n'avais rien entendu. Et dans cette maison, chaque marche grinçait, même quand on essayait d'être discret. Là, c'était le silence total. Pris de panique, je me suis retourné sur place pour le regarder directement, mais il n'y avait personne. Les escaliers derrière moi étaient vides. Comme s'il n'y avait jamais eu personne du tout. Mon cœur battait à 100 à l'heure. J'ai couru à toute vitesse jusqu'à l'étage, je suis allé droit dans sa chambre, et il était toujours là, assis exactement comme avant, concentré sur son jeu, sans même lever les yeux. J'étais secoué pendant des jours après ça. Ce que j'avais vu dans le miroir était trop net, trop réel pour être une illusion. J'en ai parlé à ma mère, et elle a tout de suite été troublée. Ce n'était pas la première chose étrange qu'on vivait dans cette maison. On avait déjà eu des portes qui s'ouvraient toutes seules, des pas dans les couloirs vides, des voix qu'on entendait sans voir personne. J'avais un ami qui disait qu'il était suivi, traqué, par un mimique. Je me rappelle avoir pensé que c'était juste une histoire bizarre, un truc qu'il racontait pour se faire remarquer. Il en parlait souvent, comme si ça devenait de plus en plus réel pour lui, mais moi, je ne le prenais pas au sérieux. Jusqu'à ce que quelque chose m'arrive. Quelques semaines plus tard, je dormais chez un ami qu'on avait en commun. Rien d'inhabituel, juste une nuit normale. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec cette sensation étrange, presque viscérale, que quelqu'un était dans la pièce. Ce n'était pas un bruit, pas un courant d'air, juste une présence. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu, lui. Mon pote. Il se tenait debout près de mon lit, à moins d'1 mètre, et il me regardait. Il souriait. Au début, je n'ai pas eu peur. Je pensais qu'il était juste passé pour dire bonjour ou faire une connerie comme il en faisait parfois. Je me suis tourné, prêt à me rendormir, presque agacé. Mais à peine avais-je posé ma tête sur l'oreiller que mon esprit a fait le lien, il n'avait aucune raison d'être là. Il n'habitait pas dans cette maison. Il n'avait pas les clés. Il ne m'avait pas prévenu. Et surtout, ce sourire, ce n'était pas le sien. Il était trop figé, trop calme, trop content d'être là sans bouger.
Il y avait quelque chose de faux. Glacial. Je me suis retourné aussitôt pour le regarder à nouveau, et il n'y avait plus personne. La pièce était vide. Je n'ai jamais eu de paralysie du sommeil. Je ne suis pas sujet aux hallucinations. Et je n'ai jamais vécu autre chose d'étrange avant ou après. Mais cette nuit-là, j'ai compris que ce que mon ami disait n'était peut-être pas une exagération. Ce qui me fout encore la chair de poule aujourd'hui, c'est que ton fils a décrit ce sourire. Ce sourire fixe, comme une mauvaise copie qui ne comprend pas comment fonctionnent les émotions humaines. Ce sourire revient dans toutes ces histoires. Depuis un certain temps maintenant, je parle à un esprit en pensant que c'est mon mari dans la pièce, alors qu'en réalité, il n'est même pas là. Ce genre de situation m'est arrivé plusieurs fois. Tout à l'heure encore, je suis rentré chez nous avec de la nourriture. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai dit tout naturellement, j'ai pris à manger, je viens d'arriver. Depuis la pièce, j'ai entendu sa voix me répondre, ok, j'arrive. Rien d'anormal, ça aurait pu être n'importe quelle journée normale. J'ai posé les sacs sur le comptoir sans même y penser. Puis mon mari est entré, par la porte du jardin. Je l'ai regardé, interloqué, et je lui ai dit, « Attends, je te parlais il y a 2 secondes dans la pièce. » Il m'a répondu qu'il n'était pas rentré dans la maison de toute la matinée, qu'il était resté dehors tout le long. Ce n'est pas la première fois. J'ai déjà eu plusieurs interactions comme ça. J'entends sa voix, je sens sa présence dans la maison, je parle, et tout me semble parfaitement normal. Jusqu'à ce que la vraie version de lui apparaisse ailleurs, et que je réalise que je viens tout juste de discuter avec autre chose. C'est devenu si fréquent que je ne sais même plus si je devrais m'inquiéter ou juste l'accepter. Il n'y a pas eu de moment ouvertement terrifiant, pas d'agression ou de menace, mais il y a ce détail qui ne cesse de me hanter, ce que j'entends c'est exactement comment il parle, comment il répond, comment il vit. Et plus troublant encore, ce n'est jamais hasardeux. Ça répond au bon moment, avec les bons mots, avec une présence qui se fond parfaitement dans le quotidien. Comme si quelque chose voulait que je ne me rende compte de rien. Est-ce que d'autres ont vécu ça? Parce qu'à force, j'ai l'impression que cette chose ne fait pas que m'imiter la voix de mon mari, elle attend peut-être que je ne remarque plus du tout la différence. Je me souviens encore très clairement de ce moment, à l'époque où j'étais encore au lycée. J'étais dans ma chambre, assis devant mon ordi en train de jouer. Tout était calme, banal, comme n'importe quel après-midi. Puis la porte s'est entr'ouverte, et ma mère a passé la tête. Elle m'a dit qu'elle était rentrée pour sa pause déjeuner. Sa voix, son visage, son ton, tout était parfaitement normal. Je n'ai même pas pris la peine de tourner la tête complètement. Je lui ai répondu vaguement, concentré sur mon jeu. Rien ne m'a semblé étrange, si ce n'est son t-shirt bleu. Je n'avais jamais fait attention à cette couleur sur elle auparavant, mais bon, je ne suis pas du genre à remarquer ce genre de détails, alors je n'y ai pas vraiment réfléchi. 1 heure passe. Et là, elle ouvre la porte à nouveau. Même posture, même ton, mais cette fois elle portait un t-shirt blanc. Elle me dit qu'elle vient de partir en pause et qu'elle a pris des frites, et me demande si j'en veux. Je la regarde, un peu confus, et je lui dis que je l'ai déjà vue, qu'elle m'a déjà dit ça, il y a 1 heure. Je lui parle du t-shirt bleu. Elle fronce les sourcils et me répond qu'elle n'a pas mis les pieds à la maison depuis son départ le matin, qu'elle vient tout juste d'arriver, comme d'habitude vers 13 heures. On est restés là, tous les deux, un peu silencieux. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu, ou ce que j'ai vécu. Est-ce que c'était un simple bug de ma mémoire? Un moment de confusion? Un phénomène mental étrange? Ou est-ce que quelque chose d'autre était entré dans cette maison ce jour-là, quelque chose qui avait appris comment imiter ma mère à la perfection? Le plus étrange, c'est que je n'ai ressenti aucune peur. Aucun froid, aucune tension dans l'air. Rien de surnaturel. Juste une interaction normale avec ce que je croyais être ma mère. Et c'est peut-être ça, justement, le plus inquiétant, la perfection avec laquelle ça s'est glissé dans mon quotidien,
sans même déclencher une alarme en moi. Il y a des années, il m'est arrivé quelque chose que je n'ai toujours pas réussi à expliquer, même aujourd'hui. Un jour, j'ai croisé une amie que je n'avais pas vue depuis quelques mois. Naturellement, je lui ai dit bonjour avec le sourire, mais elle m'a répondu d'un ton sec, presque agacé, en lançant « Ah, maintenant tu me parles ». J'étais complètement déconcerté. Elle voyait bien que je ne comprenais pas, alors elle a commencé à m'expliquer. Elle m'a dit qu'elle m'avait vu à la messe de 11h dans son église pendant les 3 dimanches précédents. À chaque fois, elle m'avait abordé, essayant de me parler, mais selon elle, je l'avais soit fusillé du regard, soit ignoré complètement, comme si je ne la connaissais pas. Et elle en était certaine, c'était moi. Pas une ressemblance vague, pas quelqu'un qui ressemblait vaguement à moi. Elle m'a décrit dans les moindres détails, mon manteau favori, mon maquillage, même mon parfum habituel. Je lui ai expliqué que je n'allais jamais à cette église, et encore moins le dimanche matin. Depuis des années, j'assistais toujours à la messe du samedi soir à 17h dans ma propre paroisse, et alors qu'elle mentionnait, j'étais chez moi. Il n'y avait donc aucun moyen pour que ce soit moi. Elle ne voulait pas lâcher. Elle était convaincue que j'y étais. Alors j'ai proposé qu'on y aille ensemble le dimanche suivant. On s'est assis côte à côte, et on a attendu. J'étais là. Et, moi, n'y étais pas. Elle avait beau regarder partout, rien. Aucune trace de cette autre version de moi qu'elle jurait avoir vue 3 fois d'affilée. Elle était secouée. Et moi aussi. Ce n'était pas une simple méprise. Elle me connaissait depuis l'école primaire. Elle connaissait ma voix, mon visage, mes habitudes, tout. Et elle était convaincue d'avoir eu face à elle quelqu'un qui n'était pas juste une copie physique, mais une version de moi habitée, mais sans la chaleur, sans le lien. Quelque chose de creux derrière les yeux. Alors, comment pouvais-je être là, si je n'y étais pas? Qui, ou quoi, avait emprunté mon apparence pour hanter les bancs de son église? Rien de terrifiant n'est arrivé ensuite. Pas d'apparition. Pas de frisson surnaturel. Mais cette histoire, on ne l'a jamais vraiment digérée. Parce que ce qui est le plus dérangeant, ce n'est pas de se rendre compte qu'une imitation peut exister. C'est de comprendre qu'elle peut vivre à ta place, même brièvement, sans que personne ne remarque la différence. Ma fille vient tout juste d'avoir 13 ans. Elle a commencé à faire des recherches parce qu'elle entendait souvent nos voix dire son prénom ou lui demander de venir, alors que personne ne lui avait rien dit. Elle devenait de plus en plus troublée, et je dois avouer que je ne la prenais pas totalement au sérieux. Jusqu'à ce que cela commence à m'arriver aussi. Peu de temps après, j'ai moi-même commencé à entendre des voix. La voix de mon mari. Celle de mon fils. Une fois, j'ai même entendu très clairement « Maman, viens ici ». J'ai arrêté ce que j'étais en train de faire et je suis resté figé. Mon fils était censé être chez son père ce soir-là. Je suis allé vérifier sa chambre, l'arrière-cour, partout. La maison était vide, silencieuse. Mais cette voix, je l'avais entendue. Il y a quelques jours, je faisais du rangement dans notre grand dressing. Mon mari est entré et m'a lancé, l'air confus, « Comment t'as fait pour entrer si vite sans que je te voie passer ?» Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je lui ai répondu que j'étais là depuis un bon moment. Il m'a regardé sans comprendre et a insisté, « Mais non, je viens juste de te voir passer dans le couloir en direction de la cuisine. » Je n'avais pas bougé. Et pourtant, il était certain de ce qu'il avait vu. Le lendemain, je cherchais mon mari dans le jardin. Comme il ne répondait pas quand je l'appelais, j'ai sifflé pour attirer son attention. J'ai alors entendu sa voix me répondre, « Pourquoi tu siffles ?» J'ai crié, « T'es où ? Pourquoi tu me réponds pas ?» Il a répondu, « Je suis là, derrière. » J'ai donc contourné la maison pour le rejoindre vers le potager, mais il n'y avait personne. J'ai eu un frisson en réalisant que je ne voyais rien. Je suis retourné devant la maison et je l'ai trouvé là, tranquille, en train d'arroser les plantes, ses écouteurs sur les oreilles. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait répondu alors qu'il n'était pas là. Il m'a regardé, déconcerté,
et m'a dit qu'il ne m'avait rien dit et qu'il n'avait même pas entendu mon sifflement. Et ce n'est pas tout. Depuis quelque temps, notre chien fixe certains coins de la maison, les yeux grands ouverts, puis il commence à grogner. Il y a pourtant rien. Rien que nous puissions voir, en tout cas. Parfois, en pleine nuit, une odeur de cigarette flotte dans l'air. Une odeur forte, persistante. Aucun de nous ne fume. Et pourtant, ça revient. Quelque chose d'étrange se passe chez nous. Et chaque jour, c'est comme si cette chose prenait un peu plus de place. Mon copain et moi vivons dans cette maison depuis 2 ans, et peu de temps après notre emménagement, j'ai commencé à entendre mon copain dans la maison bien après qu'il soit censé être parti au travail. Par exemple, j'entendais le frigo s'ouvrir et se refermer, ses pas avec ses bottes, ou même parfois sa voix, parlant à voix basse. Un jour, je me suis levé pour vérifier, pensant qu'il était encore là, mais il n'y avait personne. Je suis donc retourné me coucher, et j'ai à nouveau entendu les mêmes bruits. Ce n'est pas la première fois que je vis ce genre de choses, j'ai toujours été entouré de phénomènes paranormaux, mais je dois avouer que ça m'a un peu prise de court. Cela dit, je n'ai jamais ressenti de mauvaise énergie ou d'intention menaçante venant de cet esprit. Il n'a jamais été violent, à part une fois où il a fait tomber une bougie de la table. Il y a quelques mois, je cuisinais du poisson pour le dîner et l'odeur était vraiment forte, presque esséurante. Pourtant, on venait tout juste de l'acheter. Mon copain m'a dit que c'était normal que ça sente comme ça. Il est allé se reposer parce qu'il avait un gros mal de tête, et environ 30 minutes plus tard, j'ai entendu ses pas venant de la chambre, puis sa voix qui demandait ce que c'était que cette odeur atroce. Je me suis retourné pour lui répondre que c'était le poisson, mais il n'y avait personne. La voix venait de juste derrière moi. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et il m'a dit que j'étais folle. Mais quelques instants plus tard, une petite boîte vide a été poussée du comptoir, juste devant lui. Depuis, il ne remet plus en question ce que je dis. Et aujourd'hui encore, j'ai entendu un sifflement venant de la chambre. Exactement le même sifflement que mon copain utilise pour appeler notre chien. Je vis des expériences paranormales depuis l'enfance. J'ai toujours été très réceptive à ce genre de phénomène, peut-être même un peu trop. Quand j'ai commencé à sortir avec mon mari, à l'époque, mon petit ami, je lui racontais toutes sortes d'histoires liées à mon passé, des choses étranges vécues durant mon enfance et mon adolescence. Il a toujours été fasciné par le paranormal, et mes histoires le captivaient, mais il n'avait jamais rien vécu lui-même, jusqu'à ce qu'on emménage ensemble. J'ai toujours été convaincu d'avoir une sorte d'esprit accroché à moi, un esprit qui m'aurait suivi à un moment donné de ma vie et qui ne m'aurait jamais quitté. Peu importe où nous avons vécu, les mêmes phénomènes se reproduisaient à chaque fois. Ce n'était jamais malveillant, je disais toujours en riant que mon petit Casper voulait juste me faire signe pour dire bonjour. Mon mari en riait aussi, car tout paraissait inoffensif et même un peu joueur. Il nous est arrivé d'entrer dans nos bureaux et de trouver nos chaises de bureau en train de tourner toutes seules alors qu'aucun de nous n'y était. Nos téléviseurs intelligents s'allument parfois en pleine nuit, comme si quelqu'un essayait de regarder quelque chose, faisant défiler les applications pour choisir Netflix ou Hulu. Parfois, on les voit même passer en boucle d'une entrée HDMI à une autre. Des objets qui ont des emplacements précis, comme nos clés, se retrouvent dans des endroits improbables, comme sous l'évier de la cuisine ou dans un tiroir à chaussettes. On ferme toujours les portes de notre placard avant de dormir, et pourtant, on les retrouve grandes ouvertes le matin. Je suis incapable de dormir s'il y a la moindre lumière dans la pièce. Une simple veilleuse peut me réveiller. Et pourtant, la lumière de la salle de bain s'allume toute seule la nuit, me forçant à me lever pour l'éteindre. L'ordinateur de mon mari, qui est une grosse tour nécessitant une certaine pression pour être allumé, s'allume aussi sans raison apparente. On s'y était plus ou moins habitué. Mais depuis peu, quelque chose de nouveau s'est manifesté, et je crois que ça m'imite. Quand je suis en bas, et que mon mari est dans son bureau à l'étage, il descend régulièrement me demander si je l'ai appelé. Pourtant, si j'ai besoin de lui et que je suis occupé,
je préfère lui envoyer un message ou l'appeler sur son téléphone. Même lorsqu'on est dans la même pièce, allongé au lit pendant qu'il joue sur son ordinateur, il retire parfois son casque pour me demander ce que je voulais, alors que je n'ai rien dit. Au début, je me suis demandé si je ne parlais pas sans m'en rendre compte. Il a même arrêté de jouer en plein milieu d'un stream une fois, pensant que je l'appelais, et il est venu me voir, un peu énervé. À chaque fois que je lui dis que je n'ai rien dit, il me regarde d'un air perplexe, comme s'il essayait de lire sur mon visage si je dis la vérité. Hier, c'était le déclic. J'étais allongé dans notre lit en train de lire, quand il a lancé une bouteille d'eau sur le lit à côté de moi. Je lui ai demandé pourquoi il m'amenait de l'eau, et il m'a répondu « Tu ne te souviens pas m'avoir demandé une bouteille d'eau fraîche ?» Je lui ai montré la bouteille déjà posée sur la table de nuit que j'avais apportée avec moi. Il m'a assuré que j'avais crié depuis l'étage pour qu'il m'apporte de l'eau froide. Mais je n'ai rien dit. Nous avons tous les deux convenu que quelque chose de bizarre se passe, surtout que ce phénomène n'a commencé qu'il y a un mois. Je ne sais pas si c'est l'esprit qui me suit depuis toujours qui se met soudain à parler, ou si c'est une toute autre entité. Aucun de nous deux ne souffre de troubles mentaux à notre connaissance, et rien n'indique que je parlerai sans m'en rendre compte ou que lui entendrai des voix. Tout a commencé il y a 5 ans, lorsque nous avons emménagé dans cette maison. Depuis, je vois régulièrement un petit garçon courir dans les couloirs ou jeter un œil depuis les placards. L'endroit où je le vois le plus souvent, c'est dans le placard de la chambre de mon fils. Il s'assoit sur l'étagère du haut et nous observe, silencieusement. Depuis environ 1 an, ma femme affirme m'avoir vu passer devant la porte de notre chambre, alors que j'étais à plus d'une demi-heure de là. J'ai aussi entendu sa voix m'appeler depuis l'étage alors qu'elle se trouvait juste à côté de moi. Je savais que ce n'était pas elle. Il y a quelques jours, au moment de mettre notre fils au lit, il nous a dit qu'il pensait qu'un monstre se cachait sous son lit. Mais c'est impossible, l'espace sous son lit est entièrement rempli de bacs remplis de jouets. Ma femme lui a expliqué cela, et il a répondu, alors il doit être sur le lit. Il dort dans un lit superposé. Elle l'a rassuré en lui disant que s'il avait peur, il pouvait venir dormir avec nous. Puis la nuit dernière, quelque chose de vraiment perturbant s'est produit. Vers 21h, je suis allé dans la chambre de mon fils pour vérifier qu'il dormait bien, et j'ai remarqué que sa veilleuse était éteinte. Ce n'est jamais le cas, il tient absolument à ce qu'elle reste allumée. Je l'ai rallumée et je suis retourné dans notre chambre pour jouer à des jeux vidéo pendant quelques heures. Vers 23h, je décide d'aller me coucher, et je vais de nouveau voir mon fils. Je rentre dans sa chambre, et là, je le vois. Ou du moins, ça. Accroupi dans le coin du lit du haut, un être qui ressemblait énormément à mon fils. Il portait le même sweat à capuche marron qu'il adore, et ses longs doigts noirs et sales dépassaient des manches. Même ses cheveux longs et bruns étaient copiés, sauf qu'ils descendaient jusqu'à la taille. Il me fixait depuis derrière ses cheveux sales et gras, me cachant son visage. Nous sommes restés figés quelques secondes l'un devant l'autre. Puis, soudainement, il a disparu. Pas comme s'il s'était envolé, mais comme s'il était devenu invisible à mes yeux tout en restant là. Je n'ai pas attendu. J'ai récité une prière, j'ai pris mon fils dans mes bras et je l'ai emmené dans notre chambre. J'ai fermé la porte, recouvert le miroir dans le coin de la pièce, et allumé quelques lumières tamisées pour qu'on voit clairement. Nous avons tous dormi ensemble cette nuit-là. Ce matin, je n'arrive pas à me sortir cette image de la tête, cette créature, comme une sorte de gobelin qui essayait d'imiter mon fils. Même maintenant, c'est tout ce que je vois dès que je ferme les yeux. J'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence dans la même maison. Durant toutes ces années, j'ai vécu une quantité incalculable d'expériences paranormales ou inexpliquées, dont beaucoup semblent liées à ce que certains appellent des imitateurs ou mimiques. La maison appartenait à mon père. Elle était plutôt récente, construite dans les années 80, et à ma connaissance, personne n'y est mort, ni dans la maison, ni sur le terrain. Cependant, j'ai entendu des habitants du coin dire que la région était autrefois occupée par des tribus amérindiennes.
J'ai donc toujours attribué les phénomènes à cette histoire-là, sans trop savoir. J'ai beaucoup d'histoires que je pourrais raconter, mais celle-ci est sans doute l'une des plus glaçantes. À partir de mes 13 ans, mes parents ont commencé à me laisser seul à la maison avec mon frère aîné, qui a 2 ans de plus que moi. Mais comme il faisait du sport, il rentrait souvent à la maison 1h30 ou 2 heures après moi. Je prenais le bus, lui rentrais à vélo après l'entraînement. Depuis mes 5 ans, j'avais déjà vu des choses étranges dans cette maison. Et chaque fois que j'étais seul, tout semblait plus intense. L'atmosphère changeait dès que je franchissais le seuil, mes poils se hérissaient, comme si la maison me sentait entrer. J'avais donc mis en place une sorte de routine. Dès que je rentrais, je faisais un tour rapide dans la maison avec un couteau pour m'assurer qu'il n'y avait personne. Puis, je me barricadais dans la salle de bain. Je sais que c'est un endroit un peu curieux pour se cacher, mais c'était une pièce bien éclairée, petite, avec une porte solide et un mur toujours dans mon dos. Je pouvais m'y sentir en sécurité. Partout ailleurs dans la maison, j'avais l'impression que quelque chose respirait dans mon cou. La salle de bain était mon refuge. Un jour, environ 1 heure après m'être enfermé dans la salle de bain, j'ai entendu le grincement caractéristique de la porte du garage qui s'ouvre. Ensuite, les bruits familiers, les pas de mon frère traversant le salon, ses clés jetées sur la table, et même un de ces fameux gros rots reconnaissables entre mille. C'est fou comme on reconnaît les gens à leur bruit corporel. Je me suis dit, enfin, soulagé que quelqu'un soit là. J'ai posé mon téléphone, je me suis levé, et j'ai tendu la main vers la poignée pour sortir, mais j'ai eu un mauvais pressentiment. Quelque chose sonnait faux. C'était comme une image trop parfaite qui devient étrange quand on la regarde de plus près, presque trop exacte. Quelque chose clochait. Mon frère, habituellement, entre par la porte d'entrée. Pas par le garage. Et il ne laisse jamais ses clés sur la table, il les garde dans sa chambre. L'ensemble semblait artificiel. Alors j'ai envoyé un message à mon frère, « T'es rentré ?» Il me répond immédiatement, « Non. Je pars juste de l'entraînement. » Mon sang s'est glacé. Et au même moment, tous les bruits que j'avais entendus se sont arrêtés net. Silence total, jusqu'à ce que j'entende une chaise de cuisine glisser sur le carrelage. Pas comme si elle était renversée ou tirée violemment. Plutôt comme si quelqu'un en tenait un côté et la traînait rapidement vers le salon. J'ai envoyé à mon frère un nouveau message, « Il y a quelqu'un dans la maison. » À cet instant, mon chien a sauté sur le canapé, j'ai reconnu le bruit des coussins, et s'est mis à grogner et aboyer furieusement, en direction de quelque chose. J'étais là, assis dans la salle de bain, pleurant silencieusement, serrant mon couteau comme une bouée de sauvetage, essayant de ne faire aucun bruit. Ça sonnait comme si quelqu'un ou quelque chose détruisait tout. Je n'ai pas appelé la police. Tout cela semblait trop surnaturel, et j'avais peur qu'ils me prennent pour un fou s'ils ne trouvaient rien. Puis, tout s'est arrêté. Quelques minutes plus tard, je reçois un texto de mon frère. « Je suis là, j'entre. » Je l'entends pousser la porte d'entrée et crier « Y a quelqu'un ?» J'ai alors osé sortir. Je m'attendais à trouver la maison complètement retournée vu tout ce que j'avais entendu. Mais non. Tout était parfaitement en place. Pas un objet déplacé. La porte du garage, fermée et verrouillée de l'intérieur. Comme si rien ne s'était passé. Le seul indice que tout cela avait bien eu lieu, c'était mon chien, toujours sur le canapé, le poil hérissé, l'air terrifié. Ça fait presque 10 ans maintenant, mais en raconter les détails me serre toujours la gorge. Je suis convaincu que c'était un mimique, un imitateur ou une entité démoniaque qui a tenté de me leurrer pour que je sorte de ma cachette. Et quand j'ai résisté, il s'est mis en colère. Tout a commencé hier, quand mon copain est venu me chercher après le travail. En rentrant, je suis allé directement prendre une douche. Alors que j'étais en train de me sécher, il a entrouvert la porte et m'a tendu une paire de sous-vêtements. Je lui ai dit que c'était gentil, mais que j'en avais déjà dans la salle de bain. Il a rigolé et m'a lancé en plaisantant, « Tu m'as appelé d'en bas pour que je t'amène ça, tu vas les prendre maintenant, hein ?»
Je pensais qu'il plaisantait, alors j'ai pris la culotte et je lui ai dit de retourner en bas. Je n'y ai pas trop réfléchi sur le moment. Quelques heures plus tard, ma colocataire se préparait pour sortir à un rendez-vous avec une amie. J'ai entendu sa voix m'appeler depuis sa chambre pour que je vienne l'aider à fermer sa robe. Je me suis dirigé vers sa chambre, mais elle était vide. Non seulement il n'y avait personne, mais je l'ai ensuite vu sortir de la salle de bain en jean et débardeur, rien qui nécessitait d'être zippé. Je lui ai dit que je l'avais entendu m'appeler depuis sa chambre, et elle m'a regardé, l'air perplexe. Elle a vérifié sa chambre, mais tout était éteint, pas de télé, pas d'ordinateur, rien d'inhabituel. Le plus étrange est arrivé vers 23 heures. Mon copain et moi regardions Netflix quand j'ai eu une envie soudaine de glace. On est sorti en acheter, puis on s'est arrêté à un petit concert acoustique pendant environ 1h30 avant de rentrer. De retour à la maison, on s'est allongé dans le lit et on s'est endormi devant la télé. On s'est réveillé vers 7h du matin quand il a dû partir au travail. Ma coloc était déjà debout et nous a lancé à la rigolade. « Eh ben, vous y êtes allé fort hier soir » avec les cris qu'on entendait. Sauf qu'on n'a pas eu de rapport cette nuit-là. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Plus tard, quand on s'est retrouvés seuls, mon copain et moi avons commencé à discuter de tous ces événements. C'est moi qui ai suggéré que quelque chose d'étrange se passait, en repensant à l'histoire de la culotte, à l'appel pour la robe, et maintenant à ces cris. Il se trouve que ma colocataire croit beaucoup à ce genre de choses, alors elle était plutôt ouverte à cette idée. La dernière bizarrerie est arrivée pendant notre méditation du soir, on est toutes les deux week-ends. Alors qu'on méditait, on a entendu des voix dans le couloir. 2 personnes qui parlaient. On s'est arrêté pour écouter, pensant qu'il pouvait s'agir d'un intrus. Puis, très clairement, on a entendu une voix dire « Bonne nuit les filles », suivie d'un petit rire aigu. Exactement ce que dit et fait ma colocataire quand elle passe devant ma chambre le soir, quand je suis avec mon copain. On a immédiatement brûlé de la sauge dans toute la maison en récitant une prière. Je ne sais pas si cela aura un effet quelconque. On a aussi décidé de faire tester la maison pour vérifier la présence éventuelle de monoxyde de carbone ou de moisissure. Et franchement, si tu lis tout ça en te disant que tu n'y crois pas, c'est complètement ok. Moi-même, je ne suis pas encore totalement convaincu à 100%. Mais il y a définitivement quelque chose qui ne tourne pas rond. Une fois, au lycée, je suis rentré de l'école et j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais pu expliquer. Mon frère était dans l'atelier de mon père en train de faire de la musculation. Il ne vivait plus avec nous à l'époque, il était marié et avait sa propre maison, mais il venait souvent pour utiliser les outils du garage. En entrant dans la maison, j'ai vu très clairement sa femme. Je l'ai vue de dos, je reconnaissais sa tenue et sa coiffure, sa queue de cheval typique. Je l'ai vue passer au coin du couloir, et j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir et se refermer. Mon frère m'a demandé de lui rapporter une bouteille d'eau, qui se trouvait aussi dans le garage, donc je me suis dirigé dans cette direction. Mais en entrant dans le garage, il n'y avait personne. Et la porte était fermée. J'étais juste derrière elle, à quelques secondes près, et c'était la seule issue. Il était tout simplement impossible que quelqu'un ait eu le temps de sortir sans que je le voie. Je suis retourné voir mon frère, un peu chamboulé, et je lui ai demandé si sa femme était venue avec lui. Il m'a répondu que non. J'ai alors prétexté avoir vu quelqu'un dans la maison, et il est entré avec moi pour faire le tour de toutes les pièces. Résultat, il n'y avait absolument personne, à part nous deux. J'ai compris que j'avais probablement suivi un mimique, une entité qui avait pris l'apparence de ma belle-sœur. Elle ne m'a pas parlé, ne m'a pas appelé, elle s'est juste montrée, et je l'ai suivie sans réfléchir, parce que tout en elle semblait réel. C'est la seule fois où j'ai vu quelque chose qui ressemblait aussi précisément à une personne que je connaissais. Mais j'ai déjà vécu d'autres expériences troublantes, comme entendre la voix de ma mère m'appeler depuis sa chambre, alors que je savais parfaitement qu'elle n'était pas à la maison. Ça m'est arrivé plusieurs fois, rentrer de l'école ou être seul le soir, entendre distinctement sa voix prononcer mon prénom. Mais dans ces cas-là, je ne suis jamais allé voir. Je savais que ce n'était pas elle, et j'étais bien trop terrifié.
Soit j'appelais une amie pour me changer les idées, soit, une fois que j'avais mon permis, je prenais ma voiture et j'allais chez ma sœur. Je ne sais pas ce que c'était. Mais je suis certaine de ce que j'ai vu et entendu. Et je suis encore plus certaine que ce n'était pas humain. J'ai moi aussi vécu une expérience avec ce que je pense être un mimique. À l'époque, j'étais enseignante dans un petit lycée composé de seulement 2 bâtiments. L'un d'eux était en forme de L sur 3 étages, et l'autre faisait face à lui, formant ensemble une sorte de U vue du dessus. Au centre, il y avait une cour ouverte pour les événements et rassemblements. Ce jour-là, je n'avais pas cours pendant la première heure. D'habitude, je passais ce temps à la bibliothèque, mais comme c'était le tout début de la journée, elle était encore fermée, et je devais aller chercher la clé au bureau de l'administration. Ce bureau se trouvait au 2e étage, dans la partie inférieure du U. Alors que je m'apprêtais à entrer dans le bureau, j'ai vu une collègue et amie en sortir. C'est quelqu'un de très joyeux, toujours pleine d'énergie et de rire. À chaque fois qu'on se croise, c'est un moment d'échange chaleureux. Mais là, rien. Pas un sourire, pas un regard, elle ne m'a même pas salué. Elle a juste continué son chemin sans me prêter la moindre attention. Sur le moment, j'ai trouvé ça étrange, bien sûr. Mais j'ai vite rationalisé, peut-être qu'elle ne se sentait pas bien, ou qu'elle venait de vivre une discussion difficile dans le bureau. J'ai donc poursuivi ma journée comme si de rien n'était, en me disant que je lui en parlerai plus tard. À l'heure du déjeuner, je la retrouve, et tout est comme d'habitude. Échange joyeux, sourire, bonne humeur. Alors je lui demande ce qui s'était passé ce matin dans le bureau. Elle me regarde, complètement perdue, et me dit qu'elle n'a jamais mis les pieds dans ce bureau ce jour-là. Elle avait cours dès la première heure, au 3e étage du bâtiment, elle à l'extrémité la plus éloignée. Et d'après ses élèves, elle était avec eux tout le long, sans interruption. Je savais pourtant ce que j'avais vu. J'avais clairement vu elle, sortir de la porte du bureau. Je m'en approchais pendant qu'elle s'éloignait, et nous nous sommes même croisés de près. Je me souviens de chaque détail, son allure, ses vêtements, ses cheveux. Mais surtout, son comportement. En y repensant, c'était bizarrement neutre. Un visage fermé, qui regardait droit devant, comme si je n'existais pas. Aucune trace de la personne expressive et enjouée que je connaissais. Même aujourd'hui, y repenser me donne encore la chair de poule. Ce n'était pas un simple malentendu. Quelque chose avait pris son apparence ce matin-là. Moi, mon partenaire, nos 3 chats et notre chien avons acheté une maison vieille de 120 ans. Aucun problème au début. Mais rapidement, on a commencé à remarquer que les lumières dans le porche s'allumaient et s'éteignaient à des intervalles aléatoires, elles sont activées par le mouvement. C'est une petite zone fermée, donc aucun animal ne pouvait les déclencher, et ça se produit presque toutes les nuits, généralement entre 1h et 4h du matin. L'électricien n'a trouvé aucun défaut. Je plaisantais avec mon partenaire en disant que c'était sûrement les fantômes. 2 mois plus tard, j'aurais préféré avoir tort. Depuis environ 1 mois, je me réveille presque totalement paralysé par une sensation de terreur écrasante, impossible à ignorer, comme si elle faisait vibrer tout mon corps. J'ai vérifié ma santé, tout est normal. J'ai aussi des détecteurs de CO2 dans la maison, donc ce n'est pas un problème environnemental. Vendredi soir, je me suis réveillé en croyant entendre la voix de mon partenaire. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais il dormait profondément. Je me suis retourné et j'ai ensuite cru entendre la voix de ma mère. Elle ne vit pas avec moi et ne me rendait pas visite. Je suis allé voir du côté de la pièce dans le grenier, qui est mon atelier. La lumière était allumée et l'un de mes chats était recroquevillé dans un coin, le dos arqué, la queue dressée, complètement paniqué. J'ai crié « Qui est là, bordel ?» en ouvrant grand la porte, et à ce moment-là, la lumière qui était allumée s'est mise à s'éteindre doucement, comme si elle diminuait en intensité jusqu'à disparaître, alors qu'elle n'a même pas de réglage de luminosité, elle ne fait que s'allumer ou s'éteindre. Depuis, c'est pire. Soit je l'ai mis en colère, soit j'ai mordu à l'hameçon.
Qu'est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser? Voici l'une de mes nombreuses expériences paranormales. J'en ai vécu plusieurs, avant et après celle-ci. Pour vous donner un peu de contexte, il y a 2 ans, ma famille et moi avons déménagé dans une autre région et nous nous sommes installés dans notre maison actuelle. En général, il y a toujours du monde chez nous, et ma famille passe beaucoup de temps dehors, sur le porche. Ce jour-là, une partie de ma famille devait prendre l'avion pour retourner dans l'état d'où nous venions. L'an dernier, je rentrais de l'école. Je passais la porte d'entrée quand j'ai vu ma mère traverser le couloir pour aller dans sa chambre. Je l'ai appelée, mais elle ne m'a pas répondu. J'ai pensé qu'elle ne m'avait tout simplement pas entendu, elle a l'ouïe assez sélective parfois. Mon père était dehors en train de fumer, alors je suis allé le voir pour lui dire bonjour, je lui ai fait un bisou et un câlin pour lui signaler que j'étais rentré. Je me suis assise avec lui et je lui ai dit que j'avais vu maman entrer dans sa chambre, en plaisantant sur le fait qu'elle m'avait ignoré. Mais là, il m'a regardé d'un air vraiment confus et m'a dit qu'elle était à l'aéroport, en train d'accompagner des gens. J'ai cru qu'il plaisantait, alors j'ai ri et je lui ai répondu qu'elle avait sûrement oublié quelque chose et était repassée à la maison pour le récupérer. J'ai pris mon téléphone pour vérifier sa localisation, pour lui prouver qu'elle était bien là, et en fait, elle était bel et bien à 45 minutes de là, à l'aéroport. Mon père m'a regardé avec ce regard qui disait « Je te l'avais dit ». Le truc avec ma mère, c'est qu'elle est plutôt petite. Mes sœurs et moi sommes toutes un peu plus grandes qu'elle. Elle teint ses cheveux dans un ton roux orangé bien reconnaissable. Une de mes sœurs a les cheveux noirs, l'autre est blonde foncée, donc personne ne lui ressemble vraiment. Et là où ça devient vraiment étrange, c'est qu'une semaine plus tard, on parlait de nos histoires de fantômes avec mon père et ma mère. J'ai raconté ce qui m'était arrivé, et mon père a eu cette expression qu'il fait quand il veut éviter de dire un truc effrayant. Je l'ai poussé à parler, et il a fini par me raconter qu'il avait vécu quelque chose de très similaire. Mon père est originaire du Maroc, et sa mère vient parfois nous rendre visite aux États-Unis. Une fois, alors qu'elle était censée être au Maroc, il l'a vue monter les escaliers de la maison. Ce jour-là, il était seul à la maison. Mes sœurs et moi étions à l'école ou au travail, et ma mère était chez ma tante. Depuis son fauteuil habituel dans le salon, il peut voir la partie supérieure des escaliers. Il a vu sa mère les monter, comme si de rien n'était. Il s'est levé, a suivi, et l'a vue entrer dans la chambre qu'elle utilise quand elle loge chez nous. Il est allé vérifier, et la chambre était vide. Apparemment, on a une entité chez nous qui aime prendre l'apparence des mères. Et je précise, ce que j'ai vu, ce n'était pas une ombre ou une silhouette floue. C'était une apparition totalement solide, qui ressemblait parfaitement à ma mère jusqu'aux vêtements qu'elle portait ce matin-là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.